Bonjour à tous. Merci Anya pour la présentation. Donc effectivement, ensemble, on va se poser la question, est-ce que le comportement des chevaux change avec les années? Alors, en entendant cette question, peut-être que vous vous dites que déjà, le sujet va être extrêmement vaste et qu'en fait, en 15 minutes, on ne va jamais pouvoir le traiter en entier, et vous avez raison. Et puis, on peut aussi se poser la question, quel est l'intérêt de cette question-là, de savoir si le comportement change au cours du temps? En fait, l'intérêt, il se situe en lien avec le sujet du bien-être animal. Parce que, si vous voulez, on a donc une science du bien-être animal qui s'est développée depuis les années 60-70. Et donc, depuis ce temps-là, il y a énormément de connaissances qui ont été accumulées. Et notamment sur la définition du bien-être. En fait, elle a fait que évoluer cette définition depuis le début des études sur le sujet. Et c'est normal parce qu'en fait, on a acquis de plus en plus de connaissances qui sont venues justement enrichir cette définition du bien-être. Aujourd'hui, en France, on a une définition qui a été publiée par l'ANSES du bien-être, qui fait consensus, celle que vous voyez à l'écran, et qui indique que quand on parle de bien-être, on parle donc de l'état mental et physique positif d'un animal, et que c'est un état qui est propre à chaque individu, ça on l'a dit déjà plusieurs fois. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde comment évolue la science du bien-être animal depuis plusieurs années, on voit qu'il y a une autre idée qui émerge parmi les scientifiques, c'est que le bien-être est aussi en fait le fait d'être bien au cours de sa vie. Et qu'est-ce que ça implique être bien au cours de sa vie? Ça implique que l'accumulation des expériences vécues par un animal ou un humain, c'est la même chose, va avoir son importance. En fait, c'est ce que j'ai représenté avec la petite balance que vous voyez en bas à droite, qui représente en fait les expériences vécues par un animal. Au cours de sa vie, il va vivre diverses expériences, des expériences positives, des expériences neutres et des expériences négatives. Et donc c'est l'accumulation de ces expériences au cours du temps qui va qui va induire un certain état de bien-être. Donc bien sûr, plus l'animal aura des expériences positives et en contrepartie quelques expériences négatives, mais pas beaucoup, et bien tout ça, ça va tirer vers un état de bien-être positif et l'inverse lorsque les expériences négatives seront prépondérantes. Donc en fait, on a une idée de temps, de temporalité derrière la notion de bien-être animal. Et les scientifiques encouragent du coup à explorer comment justement le bien-être évolue au cours du temps. Et donc pour faire ça, de multiplier les évaluations du bien-être des animaux dans le temps. L'idéal, ça serait de pouvoir suivre les mêmes animaux de leur naissance jusqu'à la fin de leur vie. Alors le lien avec le comportement, entre comportement et bien-être, il est, vous l'avez bien compris, je pense, on va se servir du comportement pour évaluer le bien-être des animaux. C'est une part très importante dans l'évaluation du bien-être animal. Et depuis le début des études sur ce sujet-là, on a énormément d'indicateurs comportementaux que l'on peut utiliser et qui sont fiables. Donc par exemple, on a des choses qui concernent les comportements normaux et leur variation d'expression. On va avoir tout ce qui est développement de comportements anormaux, les comportements exprimés par les chevaux dans le cadre des interactions humain-cheval. Et puis, dans une moindre... cet indicateur-là, il est un peu à l'écart, mais je le mets quand même ici, tout ce qui va être indicateurs comportementaux d'état émotionnel. Alors, en ayant ces connaissances en tête, ces éléments en tête, on peut du coup redéfinir notre question de départ pour ne pas rester 6 heures ici. Et on peut considérer, on va s'intéresser plutôt à la question, ce n'est pas le comportement qui évolue, mais est-ce que, de manière générale, est-ce que des indicateurs comportementaux de l'état de bien-être peuvent évoluer au cours du temps? Et dans cette étude que je vais vous présenter, le pas de temps qui a été étudié, c'était 2 ans. Et on s'est intéressé à un échantillon de chevaux ayant une pratique sportive et hébergés majoritairement en boxe individuelle. Je vous représenterai les conditions juste après. Cette question, elle permet du coup de s'intéresser à l'état, comment évolue cet état de bien-être des animaux dans la durée, éventuellement sous quel pas de temps on peut avoir des évolutions. Ici, est-ce qu'en 2 ans, on peut avoir déjà des évolutions significatives? Et donc, s'agissant de chevaux majoritairement en boxe individuelle, les 2 hypothèses majeures que l'on avait émises, c'était qu'on pouvait éventuellement observer une dégradation des indicateurs comportementaux, enfin en fait une aggravation des indicateurs comportementaux de mal-être éventuellement au cours du temps, ou alors une stagnation, puisque c'était des chevaux qui avaient l'habitude de ce mode d'hébergement. Donc dans cette étude, nous avons étudié un échantillon de 44 chevaux de sport, âgés en moyenne de 10 ans, et qui donc, je le disais, passaient 80% environ de la journée en boxe individuelle, c'est-à-dire qu'ils étaient sortis pour être montés, pour sortir au paddock, pour des soins, etc. Donc
il est important d'avoir en tête que en fait, ces chevaux sont restés dans la même écurie. Il n'y a pas eu de vrai changement fondamental de leurs conditions de vie. Par exemple, les pratiques alimentaires n'ont pas été modifiées dans ces 2 années. Ils ont toujours eu le même type de litière. Ce sont des chevaux donc, qui étaient montés pour de la pratique sportive. Donc, ils ont évolué dans leur niveau, évidemment, mais ils n'ont pas changé de discipline, par exemple. Donc, il y a une certaine homogénéité en fait, de la vie de ces animaux-là. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons observé ces chevaux pendant 3 mois et au cours de 2 périodes d'observation, une première période P1 et puis de nouveau, 2 années plus tard, une période P2. Dans chacune des périodes d'observation, chaque cheval a été observé au cours de 25 créneaux de 1h30 répartis tout au long de la journée. Et dans chacun de ces créneaux, chaque cheval était observé 5 fois. C'est-à-dire qu'au total, dans les périodes P1 et les périodes P2, chaque cheval de l'échantillon a été observé une centaine de fois. Donc, qu'est-ce que l'on a regardé exactement en termes d'indicateurs comportementaux et posturaux de l'état de bien-être? On va avoir on en a déjà beaucoup parlé, toutes les catégories, toutes les stéréotypies. Donc, alors, Hélène, je vais te répondre directement. Les stéréotypies que l'on a observées majoritairement, donc c'était le tic à l'air et puis beaucoup aussi de mouvements oraux, donc les mouvements de lèvres, les léchages répétés, les sorties de langue, etc. Et quelques-uns avaient quand même des mouvements répétitifs de l'encolure et de la tête. On s'est intéressé aussi à tout ce qui est indicateurs comportementaux d'agressivité envers les humains. Donc bien sûr, toutes les attaques caractérisées comme on voit sur la photo à droite. Mais aussi, et j'attire votre attention sur ça, on a aussi pris en compte les modifications très subtiles d'expression faciale que l'on peut observer parfois à l'approche, lorsqu'un humain approche un cheval, et les postures, les expressions faciales de menace. Vous avez une photo du cheval alezan où vraiment, ce qui est caractéristique par rapport au cheval noir que l'on voit au-dessus, c'est bien sûr le positionnement des oreilles en arrière, mais vous voyez par exemple le naseau est complètement étiré vers les oreilles, en direction des oreilles, ce qu'on ne voit pas chez un cheval qui n'exprime pas cette menace, où le naseau est plutôt en forme de goutte en fait lorsqu'il est relâché. Et on s'est aussi intéressé à plusieurs postures. Donc la posture de retrait dont on vient de parler, alors là vraiment caractérisée comme on voit sur la photo, donc des chevaux à l'intérieur du box, majoritairement, vraiment beaucoup majoritairement, avec l'encolure très plate, les oreilles en arrière, les yeux ouverts. C'est ça qui distingue vraiment d'une posture de repos debout, c'est la fixité de l'œil et le fait qu'il cligne très très peu. On s'est intéressé aussi aux postures d'alerte et d'observation de l'environnement. Donc là, c'est aussi intéressant. Vous pouvez faire un jeu des 7 différences entre la photo du haut et la photo du bas. On voit qu'il y a des différences d'expression faciale qui sont flagrantes entre ces 2 postures qui servent au cheval à prendre de l'information dans son environnement. Mais la posture d'alerte, déjà, le cheval a l'encolure beaucoup plus haute. Ses oreilles sont pointées vers une stimulation et donc elles se rapprochent l'une de l'autre. Si vous faites la différence avec la posture d'observation en dessous, les oreilles sont beaucoup plus écartées. De nouveau, on peut regarder la forme des naseaux. La posture d'alerte, les naseaux vont être très ronds parce qu'ils sont dilatés, alors que pour la posture d'observation, où l'état est quand même moins intense, on a vraiment cette forme de goutte aussi. Et on a aussi pris en compte toutes les postures de repos couché qui vont donc du décubitus sternal avec l'encolure relevée que l'on voit en premier avec le cheval gris jusqu'au décubitus sternal où il y a un relâchement de la tête et du nez sur le sol et puis le décubitus latéral où le cheval est complètement allongé. Alors en termes de résultats, nous avons obtenu 2 résultats majeurs. 2 évolutions majeures au cours du temps. La première évolution majeure que nous avons observée, elle concerne l'agressivité envers les humains. Ce que l'on a pu voir, c'est qu'il y avait une augmentation significative de l'expression de ces comportements et expression faciale d'agressivité entre la première période et la seconde période 2 années plus tard. La seconde observation, c'est que quand on prend en toute première période des chevaux qui n'expriment pas du tout cet indicateur-là, eh bien 40% d'entre eux ont exprimé au moins une fois une menace ou un comportement agressif envers l'humain 2 années après. On a donc 2 phénomènes qui sont concomitants ici. C'est donc une augmentation de la fréquence d'expression de ces comportements d'agressivité et également potentiellement un développement chez certains chevaux qui ne les exprimaient pas avant. On observe l'exact opposé pour ce qui concerne les postures de repos couché parce que
ce que nous avons pu voir, c'est une diminution significative de la fréquence d'expression des postures couchées entre la première période et 2 années plus tard. Et là aussi, si on prend en première période des chevaux qui se couchaient correctement, eh bien 62% d'entre eux n'ont pas du tout été observés en posture couchée 2 années après. Là aussi, 2 phénomènes sont concomitants. Finalement, on a une diminution de la fréquence d'expression des postures couchées au fil du temps. Et pour certains chevaux, j'ai mis une très large diminution pour ne pas mettre une disparition parce qu'on n'a pas observé les chevaux 24 heures sur 24, mais en tout cas une très large diminution de cette posture, de l'expression de ces postures 2 années plus tard. Donc l'évolution de ces 2 indicateurs, elle est significative et finalement sur un pas de temps de 2 ans qui est assez court, on voit des changements qui sont importants et le sens d'évolution de ces indicateurs-là va plutôt en faveur d'une interprétation en termes de dégradation d'un état de bien-être général. Parce que les comportements d'agressivité ont été reliés à divers indicateurs physiologiques et sanitaires et mentaux d'états plutôt négatifs, d'états négatifs. Et pour la diminution du repos couché, on peut se poser la question du coup de si les chevaux atteignent des phases de sommeil assez profondes sans se coucher. On sait que non. Potentiellement sur les chevaux qui vraiment ne se couchent plus du tout, on peut avoir des phénomènes de chute, des difficultés de récupération, des douleurs, etc. Donc les résultats de cette étude, ils sont valables, je vous le disais, sur des chevaux ayant une pratique sportive hébergés majoritairement en boxe individuelle. Donc ce que l'on pourrait se dire, c'est que finalement, au cours du temps, le vieillissement de ces chevaux dans ces conditions de vie et de travail spécifiques conduit globalement vers une dégradation de l'état de bien-être. Pour les autres indicateurs comportementaux et posturaux, les résultats sont un peu moins marqués, mais ils sont quand même intéressants. Alors en ce qui concerne les stéréotypies, je vais passer assez rapidement dessus parce que ce que l'on a observé, c'est que les chevaux concernés par l'expression de stéréotypie en première période n'étaient pas les mêmes que ceux en deuxième période. Je pense que ça mériterait en fait d'être beaucoup plus creusé. En fait, dans notre échantillon, les stéréotypies concernaient assez peu de chevaux. Et avec la diversité de comportements qu'on peut classer comme stéréotypies, c'est difficile d'avoir un résultat global à donner sur cet indicateur. Peut-être que chaque stéréotypie n'évolue pas de la même façon au cours du temps, etc. C'est un peu compliqué, donc il faudrait mener d'autres études plus spécifiques sur cette question. Par contre, en ce qui concerne les postures de retrait, les postures d'alerte et les postures d'observation de l'environnement, le résultat le plus intéressant que l'on a observé, c'est lorsque l'on a analysé ces postures ensemble. En fait, jusque-là, je vous ai présenté des résultats en prenant chaque comportement, chaque posture indépendamment les unes des autres. Et en fait, via certaines techniques statistiques, on peut créer une forme de profil comportemental et postural global pour un cheval et voir comment ce profil global évolue au cours du temps. Et c'est là où le résultat devient intéressant pour ces postures-là. Parce qu'en fait, pour certains individus, ça ne concerne pas tous les individus, mais pour certains, on observe une espèce de pattern d'évolution type que vous voyez à l'écran, où lorsque, en première période, certains chevaux se couchaient, exprimaient des postures d'observation de l'environnement, des postures d'alerte, et bien 2 années après, ces chevaux ont diminué l'expression de ces postures au profit d'une augmentation de l'agressivité et des postures de retrait. Donc là, on retrouve cette diminution du repos couché, cette augmentation de l'agressivité au cours du temps, mais ce que l'on voit aussi, c'est un profil comportemental et postural global qui évolue au cours du temps. Donc pour terminer ce qu'il faut retenir, on a bien vu sur ce pas de temps de 2 ans qui est plutôt assez court en fait, et pourtant on observe une évolution significative de l'expression de certains comportements, certaines postures, et en particulier ces comportements et postures qui sont indicateurs du niveau de bien-être des chevaux. Donc comme je disais, cette conclusion elle s'applique dans notre cas pour des chevaux ayant une pratique sportive, hébergés majoritairement en boxe individuelle. Ce qui serait très intéressant, c'est de pouvoir mener ce type d'études longitudinales sur d'autres populations de chevaux qui ne sont pas dans les mêmes conditions, qui ne font pas les mêmes activités, parce que potentiellement l'évolution ne sera pas la même, l'évolution des indicateurs ne sera pas la même. Donc je vous remercie pour votre attention et je suis disponible si vous avez des questions.